Je vous propose de commencer, mes chers collègues. Bonjour à tous. Comment commencer cette séance sans évoquer la disparition brutale et particulièrement injuste du sapeur-pompier volontaire Fanny Simon, décédée en service commandé il y a 8 jours maintenant. Nous sommes tous bouleversés. Les obsèques de Fanny, qui a eu droit à des honneurs nationaux, ont eu lieu jeudi dernier à Saint-Hippolyte. Nous sommes très nombreux à nous être associés d'une façon ou d'une autre à la lourde peine de ses proches. Aujourd'hui encore, nos pensées vont d'abord à ses parents, son frère et ses sœurs, à l'ensemble de sa famille, à ses amis. Nos pensées vont également à ses camarades sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Hippolyte, mais au-delà, à l'ensemble des personnels professionnels ou volontaires du service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Il est utile, je crois, face à ce drame, de rappeler le sens du dévouement dont font preuve les sapeurs-pompiers dans leur mission de secours et d'assistance, mettant régulièrement leur vie en péril au service des autres, à notre service. Fanny Simon, qui était tout juste âgée de 19 ans, nous a quittés lors d'un accident terrible qui aurait dû être évité. En sa mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Entamons, je vous prie, la séance du Conseil départemental qui nous rassemble aujourd'hui. C'est la reprise des travaux de notre Assemblée et cette séance sera principalement consacrée à la DM2, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. À l'évidence, les congés d'été ont été de courte durée pour la plupart d'entre nous, car au-delà d'un temps nécessaire de récupération, trop court hélas, toute notre énergie est mobilisée au service des habitants du Doubs. Nous sommes toutes et tous au travail, avec détermination et enthousiasme. En septembre, le département aura été sur tous les fronts pour une rentrée que l'on peut qualifier d'active, de connectée ou encore de culturelle. Active, car nos 21 500 collégiens ont entamé leur année scolaire dans de bonnes conditions au sein des 44 collèges du Doubs. Leur rentrée a mis l'accent sur l'engagement de notre département à leur côté et aux côtés de leurs familles, avec un seul objectif, la réussite. Leur réussite, qui sera aussi la nôtre, car ils représentent l'avenir de notre territoire. Le département du Doubs consacre ainsi 57 millions d'euros au collège, soit 10% de son budget global. Notre détermination à favoriser l'épanouissement des collégiens est intacte. Je donnerai quelques brèves illustrations d'un soutien qui en dit long sur notre volonté partagée. La rénovation du collège d'Hydro à Besançon vient de s'achever. 3 collèges sont actuellement en cours. Jean-Jacques Rousseau à Vaugeaucourt, La Source à Mout et Guyemer à Montbéliard. Et 3 autres sont à l'étude. Félix Gaffio à Quingé, Henri Fertet à Sensé-le-Grand et Émile Laroux à Frasnes. Le principe du tarif unique a été consolidé dans les cantines, avec des prix qui restent attractifs pour des repas équilibrés. 2 700 élèves bénéficient d'une aide à la restauration, ce qui fait un effort financier de 396 000 € par an. Le dispositif Cantine pour tous, mis en place en 2007, a été maintenu, car il permet d'offrir des repas équilibrés à prix allégé à des jeunes qui en ont besoin pour leur santé et leur scolarité.
Sur le temps de midi, ils peuvent aussi, comme les autres, bénéficier d'activités variées en club au sein de leur établissement. Je l'ai dit, le nouvel exécutif conservera ce qui fonctionne. Le département s'investit également dans le dispositif agri-local qu'il poursuit pour encourager les circuits courts entre nos producteurs locaux et le consommateur au plus proche. C'est aussi un soutien concret au monde agricole. La gratuité du transport scolaire est encore de mise pour près de 30 000 élèves et pour un coût de 26,3 millions d'euros, qui comprend également une participation de 4 millions d'euros au profit des agglomérations. Ce n'est pas rien quand on sait qu'à peine un quart des départements français font encore cet effort. Le déploiement d'outils numériques avance à grands pas et 2 collèges ont été dotés à titre expérimental de tablettes numériques sur chariot mobile permettant un usage mutualisé dans l'enceinte du collège au gré des besoins des enseignants et des élèves. Par ailleurs, dans le domaine des infrastructures informatiques, notre engagement va s'accroître, puisque les dispositions de la loi Peillon du 8 juillet 2013 confèrent au département de nouvelles compétences jusqu'alors exercées par l'Éducation nationale. Pour permettre une montée en charge progressive de notre collectivité dans ses nouvelles missions en matière d'assistance, de maintenance et d'acquisition de logiciels, j'ai signé en cours de l'été avec Monsieur le recteur une convention prévoyant un cadre transitoire de 2 ans. Dans ce contexte qui s'impose à nous, le département va recruter un technicien, administrateur système et réseau, poste qui est proposé en création lors de cette session. L'enjeu du numérique et du très haut débit est majeur pour notre département. C'est pourquoi la rentrée fut aussi une rentrée connectée. Lors de la pose du premier nœud de raccordement optique à Frasnes le 1er septembre, j'ai eu l'occasion de réaffirmer que le développement du numérique est une priorité de l'action départementale, indispensable au développement des territoires et des entreprises. Mon ambition pour le Doubs, dans un rapport de proximité, c'est d'éviter toute fracture ou cloisonnement. Chaque habitant du Doubs doit être considéré avec équité, qu'il vive ou travaille sur un territoire rural, périurbain ou urbain. Si l'opérateur Orange a répondu à l'appel de projet de l'État pour les seules zones du Grand Besançon, du pays de Montbéliard agglomération et de la ville de Pontarlier, les espaces ruraux, je le réaffirme, ne seront pas en reste. Les 505 communes et les 38% de la population et des entreprises non concernées par les zones de déploiement privé ne doivent pas être exclues de ce tournant majeur que constitue le très haut débit pour nos territoires. D'ici fin 2015, ce ne sont pas moins de 30 communes qui seront couvertes en fibre optique et 17 communes qui bénéficieront d'une montée en débit afin de préparer l'avenir de la fibre jusqu'à l'utilisateur lui-même. L'aménagement numérique à très haut débit illustre la mobilisation exemplaire des collectivités impliquées avec les soutiens de l'Europe, de l'État et de la région. Saluons le partenariat fort qui s'est noué autour de ce projet entre le département et les intercommunalités. J'entends bien poursuivre avec elles ce type de partenariat dans bien d'autres domaines. Par ailleurs, je m'implique dès à présent pour que ces projets soient conduits de manière interdépartementale. À cet effet, j'ai rencontré mes homologues de la future région Bourgogne-Franche-Comté et nous sommes convenus d'œuvrer ensemble au développement mutualisé du très haut débit. La perspective ouverte d'une société publique locale associant les 8 départements de la grande région ou leurs syndicats mixtes y participera concrètement en termes de mutualisation. Rentrée active, rentrée connectée, la rentrée aussi était culturelle et littéraire, notamment avec les mots doux, qui ont connu un vif succès populaire avec plus de 30 000 visiteurs, parmi lesquels 1 300 collégiens accompagnés de leurs enseignants. Le département peut être fier du succès de ce festival du livre
qui contribuent à la valorisation de notre territoire. Plus de 200 auteurs ont été accueillis sur 3 jours pour une rencontre avec leurs lecteurs. Déjà, des idées germent pour la 15e édition 2016 de ce rassemblement de talents, de ressources, de compétences et de moyens. En attendant, vous aurez plaisir à lire le dernier roman de Sorge Chalandon, Profession du père, qui nous a fait l'honneur d'être cette année le président d'Emodou. Vous l'avez donc sur votre pupitre aujourd'hui, donc bonne lecture à vous. C'est vraiment un roman très poignant. L'auteur décrit une situation personnelle assez, comment dirais-je, forte. Nous avons beaucoup échangé, notamment par rapport à son dernier roman, mais par rapport aux autres romans, je vous les conseille vivement. Les satisfactions qui viennent d'être énoncées ne doivent pas masquer l'actualité nationale et internationale. Je me dois d'évoquer avec vous la fuite des migrants en proie à la guerre et au fanatisme qui convergent par milliers vers l'Europe. Cet été, les images poignantes d'un petit garçon syrien échoué sur une plage turque, le visage enfui dans le sable, nous ont particulièrement émus. Au moment où les appels à la mobilisation se multiplient partout pour répondre à la détresse des migrants, il est utile de l'affirmer. Le Conseil départemental du Doubs prendra toute sa part dans le dispositif de soutien afin d'être fidèle à sa vocation sociale. Il accompagnera les communes prêtes à accueillir des réfugiés par une mobilisation de ses services sociaux qui sont à leur côté. Notre département est organisé. Chaque semaine, une instance de coordination permet, sous la conduite des services de l'État, l'articulation des acteurs institutionnels concernés, État, département, communes, pour mieux répondre au flux croissant des demandeurs d'asile. Cette instance locale permet de donner des réponses pragmatiques en évitant une logique de guichet et en permettant de bien distinguer les responsabilités. Celle de l'État d'abord, sur la responsabilité première d'accueil et de traitement des demandes de statut de réfugié. Celle des collectivités, dont le département, dans la mise à disposition de leur outil de droit commun au service des réfugiés, une fois leur statut précisé. L'actualité de cet été aura aussi été la publication de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. La mort maintes fois annoncée des départements n'aura pas lieu. Malgré la suppression de la clause de compétence générale, le Conseil départemental se voit bien au contraire conforté dans son rôle de proximité et de solidarité des territoires, avec des missions bien confirmées en matière d'aide sociale, d'autonomie des personnes, de solidarité des territoires, d'éducation et d'aménagement. Le tourisme, la culture, le sport et l'éducation populaire restent des domaines de compétences partagés. Pour autant, nous ne pouvons pas nous satisfaire du texte final. En actant le transfert aux régions de compétences telles que l'action économique et les transports scolaires, la loi NOTRe nous prive d'importants leviers d'action. Ainsi, notre capacité d'intervention économique seront considérablement réduites à compter du 1er janvier 2016. Et cette loi signe la fin pour le département des aides aux entreprises en difficulté, des financements accordés aux structures à vocation économique, restreint la participation au capital des sociétés d'économie mixte locales. Mais je préfère vous le dire, cela ne signifie pas pour nous la disparition de la place du département dans le domaine économique. Et nous le savons, nous ne serons efficaces en matière de politique sociale que si nous accompagnons nos entreprises pour défendre l'emploi et la valeur du travail. Au travers des routes, de l'aménagement numérique, du soutien aux projets culturels et touristiques locaux, c'est bien le développement économique qui est en jeu. Pour cela, notre exécutif tiendra l'engagement de maintenir un bon niveau d'investissement et d'accentuer nos soutiens aux communes et à leurs groupements,
dans la réalisation de leurs propres projets d'équipement et de développement. Nous serons imaginatifs pour toujours impliquer les acteurs économiques qui doivent non seulement souscrire à nos politiques sociales, mais également y prendre part. La loi NOTRe le confirme par ailleurs, la compétence transport scolaire est transférée à la région à compter du 1er septembre 2017, tout en gardant au passage la compétence du transport pour les élèves handicapés. Quelle injustice de créer ainsi une ségrégation entre deux publics d'enfants au lieu de participer à l'intégration de tous. Quelle incohérence d'éloigner la gestion des transports scolaires alors que chacun s'accorde à dire que sa complexité ne peut se résoudre qu'avec des liens de proximité. Les régions elles-mêmes expriment leur inquiétude sur ce transfert et affirment vouloir en déléguer la mise en œuvre aux départements, tant elles sont éloignées du terrain de nos communes si nombreuses dans des grandes régions au périmètre élargi. La loi a prévu la possibilité de délégation aux départements, mais devant ce flou, j'organiserai très prochainement une rencontre avec mes homologues des autres départements de Bourgogne-Franche-Comté. Nous devons rester attentifs aux prochaines conventions de délégation ainsi qu'aux futures conférences territoriales de l'action publique afin de préserver le champ d'action des départements. Le département est l'un des piliers de l'organisation territoriale de la République, comme le rappelait il y a encore quelques jours le président du Sénat, Gérard Larcher. Le département est d'autant plus un pilier qu'il est plus que jamais l'interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités. Elles aussi sont soumises à des baisses drastiques de dotation et s'appuient sur le socle que nous représentons. Vous le savez, la loi NOTRe est censée ouvrir une nouvelle phase de rationalisation de la carte intercommunale dans un calendrier particulièrement contraint. Est-il utile de rappeler que l'arrêté préfectoral pour une mise en œuvre du schéma dès le 1er janvier 2017 doit être pris avant le 1er mars 2016 et que la carte doit être présentée avant le 15 octobre, c'est demain. La commission départementale de coopération intercommunale a débuté ses travaux début septembre, mais j'ai tenu dès le 31 août à ouvrir un cycle de rencontres avec l'ensemble des présidents de communautés de communes pour porter leur voix auprès du préfet compte tenu du partenariat étroit qui nous lie à des modalités d'action qui en découlent pour nos collectivités. Sur la base des incidences de la loi NOTRe, pour le département et les EPCI et des autres réformes territoriales, j'ai aussi engagé une réflexion partagée sur l'évolution possible des collaborations département-territoire et sur la mise en œuvre de politiques publiques de proximité au cours des prochaines années. Au cours de cette rencontre, j'ai assuré aux présidents de communautés de communes du soutien du département, point de stabilité et partenaire privilégié des intercommunalités. Nous devons construire avec les EPCI une vision partenariale des politiques publiques de proximité dans un souci de lisibilité et d'accessibilité, d'optimisation des ressources, de mutualisation, d'efficacité collective et de pragmatisme. Notre projet doit renforcer le positionnement du département en matière de conseil, d'assistance et d'expertise. J'ai entendu les souhaits des présidents. Comme eux, je souhaite des périmètres de communautés de communes cohérents, y compris peut-être avec des périmètres interdépartementaux. Il y a certains espaces qui peuvent se rejoindre à un moment donné, car la nouvelle carte intercommunale sera faite pour plusieurs années, voire des dizaines d'années. Dernièrement, j'ai demandé au préfet qu'une équipe aguerrie soit renforcée à la Direction régionale des finances publiques pour réaliser les simulations financières et fiscales nécessaires de la mise en place du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. Comment réagir à des scénarios et bâtir des territoires de projet sans connaître ces paramètres financiers? Ils sont indispensables, d'autant que le premier schéma est annoncé pour la mi-octobre.
Nous en voici venus à l'ordre du jour de notre Assemblée départementale, principalement consacrée au projet de décision modificative numéro 2. Les contraintes budgétaires auxquelles il nous faut faire face nous conduisent à veiller à une exécution la plus maîtrisée possible du budget 2015. Nous nous y attachons au quotidien avec l'ensemble de la majorité départementale et en sachant m'appuyer sur des services tous mobilisés sur cet objectif de maîtrise de la dépense, tout particulièrement en fonctionnement. Le résultat de ces efforts partagés est tangible au travers de cette décision modificative numéro 2. Celle-ci se traduit en effet par une absence de demande de crédits complémentaires, le volume global des crédits en dépenses comme en recettes diminuant même légèrement. Ces efforts sont bien sûr indispensables dans un contexte de baisse forte et durable des dotations de l'État, alors même que dans le même temps, les allocations RSA continuaient à évoluer sur la base d'un rythme annuel de 8 à 10%. C'est la raison pour laquelle je ne peux que regretter amèrement que les recettes de péréquation mises en place pour la première fois en 2014 par l'État ne soient pas reconduites au même niveau. Leur stabilité aurait soulagé le département du Doubs dans le financement des 3 allocations individuelles de solidarité. Cette baisse de 1,7 million d'euros est sensible, vous l'aurez constaté en prenant connaissance de ce projet de DM2. Le reversement net au titre du Fonds de solidarité avait représenté une recette nette de plus 6,2 millions en 2014. Il n'atteindra en 2015 même pas 4,5 millions d'euros. Ce chiffre connu cet été conduit à une correction de la prévision de recettes sur 2015 dans le cadre de la présente décision modificative numéro 2. Dans ce contexte, les efforts déployés pour optimiser la gestion du budget dans tous les domaines doivent encore se renforcer avec le dégagement de nouvelles pistes d'économie chaque fois que cela est possible. Le département va bien sûr mobiliser une avance sur le FCTVA consentie par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 4 millions d'euros qui permettra une économie de frais financiers de l'ordre de 145 000 euros d'ici le début 2018. Cette avance intégrée au projet de DM2 conduit parallèlement à diminuer de 4 millions les inscriptions d'emprunt de l'année, celle-ci étant ramenée à 31,6 millions d'euros. Si le contexte est difficile, nous n'en conservons pas moins le cap de notre programme politique. Le projet de DM2 prévoit ainsi des redéploiements de crédits en investissement entre opérations en fonction de l'état d'avancement de chacune d'elles. L'objectif étant clairement de se situer au plus haut niveau dans l'exécution de notre budget d'investissement. Concrètement, il est ainsi procédé, par exemple, à une inscription complémentaire de 300 000 euros au titre des subventions aux communes, groupement des équipements sportifs, financés par transfert de crédits d'autres programmes. De la même façon, les montants d'autorisation de programme sont redéployés pour être en capacité de faire face à l'ensemble des demandes d'aide adressées par les communes et leurs groupements. En matière de fiscalité, je vous propose de reconduire pour 2016 les exonérations en place en 2015, au risque, il est vrai, d'assumer d'éventuels surcoûts que pourrait engendrer l'élargissement géographique de certaines exonérations en matière de taxes foncières et de CVAE. En effet, la loi de finances rectificative pour 2014 étend certaines exonérations jusqu'alors ouvertes aux zones franches urbaines à l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville. Ces exonérations concerneront ainsi les quartiers suivants: les Champs-Montants à Audincourt, La Grette, Orchamps-Palante, Planoise, Montrapon, Clair-Soleil à Besançon, Champvallon à Béthoncourt, les Fougères à Grand-Charmont, la Chiffogne et la Petite-Hollande à Montbéliard, le Grand Lontray à Pontarlier, les Avoironnes à Sochaux et les Buis à Valentinier.
Les services de l'État n'étant pas en mesure de chiffrer l'impact financier de cette extension de périmètre géographique de certaines exonérations, nous en ferons le bilan chiffré lors de la session de septembre 2016 en vue de la définition de la politique d'exonération de l'année suivante. Rappelons que le coût pour la collectivité des exonérations facultatives accordées s'est élevé à 362 450 € en 2015, hors exonération bien sûr au titre des droits de mutation à titre onéreux, dont l'impact financier ne peut être évalué. Le maintien pour 2016 de notre politique d'exonération dans un contexte de contraintes financières particulièrement fortes constitue ainsi un effort important de notre collectivité. Venons-nous enfin à la taxe sur l'électricité dont il sera question aujourd'hui. La loi de finances rectificative pour 2014 nous met devant une situation qui ne permet malheureusement pas une simple et pure réduction du taux. Je le regrette vivement. Actuellement, le coefficient multiplicateur arrêté par le département pour le calcul de cette taxe sur la consommation électrique est de 4,06 pour un taux maximum autorisé de 4,25. Or, la loi de finances de 2014 impose désormais des taux prédéfinis nationalement. Ils sont de l'ordre de 2, 4 ou 4,25. Nous n'avions pas l'intention de modifier à la hausse ce taux, mais nous y sommes contraints. Descendre à 4 aurait une incidence trop importante, car cela coûterait au département en année pleine 80 000 € supplémentaires, alors que dans le même temps, nous perdons 8,8 millions de dotations de l'État et nous perdons 1,7 million au titre de notre contribution au Fonds de solidarité, soit un total de 10,5 millions d'euros pour cette année. Toutefois, l'impact réel est à relativiser. Cette augmentation du taux se traduit par un surcoût infime d'augmentation par kilowatt-heure. Excusez-moi. Voici donc exposées mes réflexions sur l'ordre du jour qui nous attend. Pour conclure, permettez-moi de faire un point sur le projet départemental. Notre projet est en cours de finalisation compte tenu de la loi NOTRe définie au début de l'été. Le projet départemental pluriannuel intégrera les conclusions de l'audit financier et organisationnel en cours. Ce projet qui nous emmènera jusqu'en 2021 se construit dans la sérénité malgré les difficultés, parallèlement à l'élaboration du budget primitif 2016, duquel nous débattrons en décembre lors du débat d'orientation budgétaire et qui constituera la première traduction. Mon exigence est celle d'un budget réaliste et porteur de sens pour l'avenir de notre territoire et de ses habitants, qui sont le cœur de notre action et au cœur de nos préoccupations. Bien sûr, les ressources baissent et les dotations de l'État diminuent de façon importante. Mais ne faire que se plaindre n'est pas la solution. Aux élus départementaux d'aller de l'avant. Nous sommes là pour cela. À nous de proposer d'autres schémas pour faire demain aussi bien, voire mieux, en mobilisant nos intelligences et notre imagination individuelle et collective. C'est ensemble que nous devons construire ce projet pour mieux le porter au fil de notre mandat. Ensemble avec les nombreux partenaires du département que j'ai pris soin de rencontrer depuis mon élection. Ensemble avec tous les agents du département qui sont des acteurs quotidiens des politiques que nous développons. J'ai ouvert à leur attention une boîte à idées. Plus d'une centaine de contributions de leur part, très pertinentes, ont été reçues. Ils ont le souci de porter haut et fort la voix du département, d'améliorer encore la qualité du service aux habitants. Ensemble aussi, les élus de la majorité sont fortement mobilisés pour finaliser le projet départemental à travers de nombreuses réunions et un travail mené en commission. Mais construire ensemble, c'est tenir compte également des réflexions et propositions de la minorité qui sont les bienvenues.
En effet, j'attends beaucoup de l'ensemble des élus, majorité et minorité confondues. Tous ont leur place au sein de notre Assemblée. Nous avons besoin de toutes les énergies pour mener une nouvelle politique départementale au service de tous les habitants du Doubs. Je compte sur vous. Les mois à venir sont à vivre avec détermination, ensemble pour le Doubs et ses habitants. Je vous remercie de votre attention. Alors, je passe la parole à Martine Voidet. Rappeler combien nous nous associons, notre groupe s'associe au deuil qui a frappé la grande famille des sapeurs-pompiers. Nous étions plusieurs présents à Saint-Hippolyte la semaine dernière et c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Donc je voudrais redire au colonel Cellier, au maire de Saint-Hippolyte, que nous sommes pleinement à leur côté dans cette épreuve qui les frappe douloureusement. Et puis bien sûr, présenter au nom de notre groupe nos sincères condoléances à la famille de Fanny Simon. Madame la Présidente, mes chers collègues, à l'évidence, cette session consacrée à la décision budgétaire modificative numéro 2 offre un sérieux démenti aux propos qui avaient été tenus par une de nos collègues lors de notre séance du 15 juin dernier, lorsqu'elle évoquait un budget irréaliste en décalage avec les besoins sociaux. En effet, vous nous soumettez une DM qui ne sollicite aucun crédit supplémentaire. Vous en conviendrez avec moi, c'est la conséquence d'un budget primitif qui était particulièrement sincère, transparent, équilibré et bien ajusté. Nous n'avons pas laissé dériver les dépenses, ni ouvert les vannes, comme on peut souvent l'observer en année préélectorale. Nous sommes au contraire restés fidèles à l'exigence de rigueur qui a caractérisé notre gestion, excluant toute facilité et démagogie. Et je vous entendais il y a quelques instants avoir l'ambition de faire aussi bien. Je remercie de ce compliment, sinon mieux, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. J'en veux pour preuve de mes propos le domaine des solidarités, dont on oublierait presque qu'il s'agit d'une compétence majeure de notre collectivité, puisqu'aujourd'hui, pas un seul rapport à examiner ne figure à l'ordre du jour. Si d'importants transferts sont opérés vers de l'autonomie vers l'enfance, aucun crédit nouveau n'est appelé, pas même pour l'allocation RSA. Certes, vous évoquez le montant net du Fonds de solidarité des départements qui sera inférieur à la prévision du budget prévisionnel, 4 463 706 € au lieu des 6 millions d'euros qui avaient été inscrits. Si la majorité critique en session ce gouvernement qui réduit ses dotations, je tiens à rappeler 2 points. D'une part, ce gouvernement a été le premier à reconnaître les difficultés particulières des départements. En 2013, pour la première fois depuis 10 ans, l'État accordait une aide exceptionnelle aux départements pour compenser le coût des 3 allocations individuelles de solidarité, l'APA, le RSA et la PCH. C'était l'objet du pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 qui apportait aux départements de nouvelles ressources. Ainsi, le Doubs a obtenu 7,6 millions au titre du reversement des frais de gestion de la taxe sur le foncier bâti, 6,1 millions grâce à la majoration du taux des droits de mutation et 6,2 millions au titre du Fonds de solidarité. C'était une recette nouvelle de presque 20 millions d'euros qui a été corrigée, mais ce fonds est en partie calculé sur les droits de mutation et si le produit est plus élevé que prévu, alors le fonds diminue. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre et ça a déjà été le cas dans les années précédentes. Les dépenses consacrées aux ressources humaines sont parfaitement conformes aux prévisions. C'est quelque chose que nous saluons aussi et qui montre bien la rigueur dont nous avions souhaité faire preuve. La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement est véritablement avérée et les efforts de gestion que nous avions engagés ont permis de préserver les grands équilibres financiers de la collectivité. Alors, Madame la Présidente, vous pourriez me rétorquer qu'il ne faut pas rester figé sur le passé et sur notre bilan. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas votre projet.
D'août 2017 n'existe plus sur le papier, il n'existe plus sur le site du département. C'est pourtant bien lui qui s'applique encore aujourd'hui. Vous l'avez rappelé notamment, et j'en profite pour relever une inquiétude en rappelant la gratuité des transports scolaires, tout ce qui a été fait, cantine pour tous, etc. Et quand vous dites que nous ne sommes plus qu'un quart des départements à faire cet effort, j'espère que ça n'est pas le signe, la première pierre lancée d'une tentation d'y renoncer. La communication de rentrée, d'ailleurs, a été complètement tournée vers des choses qui avaient été portées par notre majorité avant. La rénovation des collèges, le très haut débit, et nous nous félicitons que vous repreniez notre programme. Vous l'avez aussi dit, vous continueriez ce qui marchait. Mais vous avez évoqué avec le haut débit la rencontre, enfin la cohésion avec des départements voisins. Il y aura la création d'une société publique, d'une SPL, d'une société publique locale, avec d'autres départements. Ça permet aussi, et je salue l'initiative, de débloquer jusqu'à 15% de financement. Donc c'est aussi, il y a un intérêt à ne pas rester isolé, puisque c'est des fonds qu'on n'aurait pas si on restait isolé. Même si on se groupait seulement à 2 départements, les fonds seraient moins importants. Je ne pense pas que les habitants du Doubs ont choisi de changer de majorité pour ne pas changer de politique. Je ne pense pas que les habitants du Doubs vous ont élus pour voir la poursuite de notre politique. Entendons-nous bien, je ne fais pas de procès d'intention. Vous avez clairement indiqué, rappelé encore aujourd'hui, que votre projet serait présenté lors du budget primitif, que vous avez d'ailleurs repoussé de décembre à février, dont acte. J'exprime simplement notre ressenti et le ressenti qu'on peut entendre aussi à l'extérieur sur un choix de méthode que nous ne partageons pas, qui nous paraît lent, long, comme s'il manquait l'ossature et la charpente autour desquelles va s'organiser la construction du projet. On dit souvent, on le rappelle d'ailleurs plus généralement à chaque nouveau président de la République, que les 100 premiers jours de mandat témoignent du cap fixé par une majorité. De fait, nous sommes 6 mois après votre élection et cette séance qui aurait pu être propice à dresser un premier bilan de votre action ne permet pas de discerner votre empreinte dans ce budget modificatif. Ainsi, nous n'avons pas un seul rapport dédié aux routes, dont on avait pourtant cru comprendre au moment de la campagne qu'elles étaient l'une de vos priorités. En réalité, l'investissement qui diminue de plus de 100 000 € est le parent pauvre de cette DM2. Vous qui avez pourtant la culture de l'entreprise, qui le revendiquez, vous savez combien les investissements sont nécessaires pour favoriser l'emploi et la compétitivité d'un territoire. C'est d'autant plus regrettable que vous récupérez 4 millions d'euros d'avance sur le FCTVA, dispositif destiné, et c'est écrit dans le rapport, c'est rappelé dans le rapport, à soutenir l'investissement public local. Or, vous choisissez d'affecter la totalité de cette recette nouvelle à la réduction des prévisions d'emprunt. Elle sera donc sans effet sur l'économie départementale, alors que les entreprises du BTP en ont grandement besoin. Force est de constater que les 2 seules nouveautés qui sont proposées en cours de cette séance, c'est d'une part une hausse de la fiscalité par le biais de la taxe sur l'électricité et d'autre part une réduction du service rendu à la population à travers de doux passeports. La taxe sur l'électricité, c'est une recette de 80 000 €. Vous l'avez rappelé, cette hausse dont vous ne souhaitez pas vous priver. Mais je voudrais rappeler qu'elle affectera directement tous nos concitoyens et leur pouvoir d'achat, directement aussi les communes dont la facture d'électricité et d'éclairage public représente une part du budget qui ne pourra plus non plus être tournée vers l'investissement. C'est donc la double peine que subiront nos communes, nos concitoyens, et nous espérons qu'elle ne constituera pas le fil rouge de la mandature qui débute. Je voudrais enfin, Madame la Présidente, demander au directeur de service de nous excuser auprès des récipiendaires de n'avoir pu assister nombreux à la remise de médailles aux agents du département qui s'est tenue le 14 septembre à l'hôtel du département. Nous avons été prévenus le matin à 10 h pour une cérémonie à 15 h. Et si notre groupe a pu être représenté par Géraldine Leroy et Myriam Lemercier, les délais étaient beaucoup trop courts pour permettre aux élus, notamment ceux du pays de Montbéliard, d'y participer. Vous avez rappelé et réaffirmé avec force la légitimité personnelle des 38 conseillers départementaux. Nous n'avons aucun doute en la matière et nous sommes convaincus qu'il n'y avait aucune volonté d'exclure quiconque de cette manifestation.
Sans doute s'agit-il d'un oubli dans les invitations, mais il m'importait néanmoins d'expliquer aux agents de la collectivité, dont je m'associe à vous pour saluer le grand investissement pour le service public. Je voulais vraiment leur exprimer nos regrets de n'avoir pu être là et qu'ils comprennent les raisons de cette absence. Pour conclure, Madame la Présidente, vous avez longuement développé les différentes initiatives que vous avez prises pour accompagner la mise en œuvre de la loi NOTRe, et vous avez rappelé l'importance des 38 conseillers départementaux, y compris ceux de la minorité, dont vous souhaitez aussi vous enrichir des idées. Aussi, je me permets à ce stade de vous suggérer d'organiser une séance de travail sur les conséquences de cette loi pour notre département et sur la refonte des intercommunalités. Nous pourrions ainsi partager un même niveau d'information et, pourquoi pas, tenter de dégager une position commune sur un sujet qui préoccupe l'ensemble des élus locaux et nous aussi, bien évidemment. Je vous remercie. Merci à vous. Madame Dalphin. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne prendrai pas la parole très longtemps. Nous avons bien entendu Madame Wadden, nous avons bien entendu. Nous avons eu plaisir à entendre le discours de Madame la Présidente qui a tenu à rassurer tout le monde pour un travail ensemble dans le contexte actuel. Alors, vous nous parlez des problèmes financiers essentiellement dans votre discours, Madame Wadden. N'oubliez pas la baisse des dotations, c'est quand même l'élément essentiel qui va définir les éléments de choix politiques que nous avons à faire et notre travail au quotidien. Donc cette baisse des dotations est conséquente et a un impact fort. Le désengagement de l'État est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Mais on ne peut que saluer le travail de maîtrise des dépenses qui a été expliqué ce matin. Un point sur la hausse du coefficient par rapport à l'électricité, il semblerait que ça n'impacte que très peu, voire pas, les ménages les plus modestes depuis la loi de 2013. Et puis on vous a bien expliqué pourquoi nous avions été obligés de passer à ce coefficient. La Présidente a bien insisté dans son discours sur son souhait, et notre souhait de travailler ensemble, tous ensemble avec vous, pour une politique de proximité qui est de plus en plus nécessaire et qui prend encore plus de sens aujourd'hui à l'heure de la grande région. Donc ce sont des éléments dont on a déjà discuté ensemble, mais c'est utile de préciser cela et de dire que le département reprend toute sa place et que le département, vous et nous, devons avoir ce rôle de travail auprès du citoyen. On pourrait prendre par exemple le cas des transports. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui à imaginer les transports de demain, avec le transport des scolaires, le transport des personnes à mobilité réduite, pour lesquels on se pose la question de la volonté ou non que ces personnes puissent bénéficier d'une prise en charge comme tout le monde et de rentrer dans le milieu ordinaire. Voilà deux exemples que j'ai voulu reprendre par rapport à votre discours, dans celui de l'électricité et des transports. Ensemble, nous devons faire face aux nouveaux enjeux définis par la loi NOTRe, les contraintes budgétaires. Et je crois que Madame Bouquin a bien terminé son discours en expliquant que c'est ensemble qu'on doit y arriver. Et voilà, nous sommes là pour travailler tous les jours pour cela. Je vous remercie. Merci. Monsieur Jeannerat. Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Je voudrais évoquer un point que vous n'avez pas développé ni même annoncé dans votre propos liminaire, mais je sais que vous le ferez avant la fin de cette session, puisque la loi vous y oblige. Mais la nouvelle est connue,
elle est largement officielle, c'est votre décision de mettre fin aux fonctions du directeur général des services de ce département. Et vous comprendrez que l'ancien président de la collectivité évoque devant tous cette question. Au passage, je veux le souligner, c'est la première fois dans l'histoire de la collectivité qu'un épisode de cette nature se produit. Alors, je voudrais tout de suite être parfaitement clair. La décision que vous prenez, Madame la Présidente, est bien entendu conforme aux textes qui nous régissent. C'est pourquoi je n'attends pas de vous des explications complémentaires. Vous pourrez et vous pouvez vous limiter, comme le prévoit la réglementation, à une simple information de l'Assemblée. Et je ne vous demande pas davantage d'informations. Mon propos vise simplement, au nom de mon groupe, à condamner votre décision et à exprimer notre plus total désaccord. Bien sûr, et je le redis, il n'y a pas de malentendu. Votre décision est conforme au texte et elle est conforme aussi, et j'allais dire malheureusement, à une pratique de plus en plus répandue dans les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas parce qu'une décision est conforme à la loi qu'elle est légitime et juste. Et s'agissant de Gildas Bariol, la décision, je le dis avec force et une certaine solennité, n'est ni juste ni légitime. De plus, et c'est une réflexion personnelle, votre décision ne correspond pas à la conception que je me fais, que nous sommes nombreux à nous faire ici dans cette enceinte, de la haute fonction publique territoriale. Aucune faute, bien évidemment, ne peut être reprochée à Gildas Bariol, que j'avais nommé à la direction générale de notre collectivité il y a 7 ans. Aucune faute ne peut lui être reprochée. Évidemment, ce n'est ni l'instant, même si j'en aurais bien l'envie, ni le lieu pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il est directeur général des services jusqu'au 3 janvier prochain. Nous aurons l'occasion de le faire au moment propice. Je voudrais juste dire, et de manière très simple, combien j'ai apprécié son professionnalisme, ses compétences et sa personnalité. Un homme ouvert, respectueux des autres, toujours d'une loyauté sans faille à l'égard des élus. Et quand je dis à l'égard des élus, c'est à l'égard de tous les élus. Aucune faute, aucun déficit de compétences. Et comment pourrait-on relever un déficit de compétences au bout de 7 ans de pratique? Il serait bien temps. Aucune faute, aucun déficit de compétences ne peut être mis au débit de Gildas Bariol. Alors, on convoque un autre motif, et c'est ce que vous allez nous expliquer ou nous dire, c'est la perte du lien de confiance. Traduit en termes moins conventionnels et moins politiquement corrects, Gildas Bariol, parce qu'il a servi pendant 7 ans un exécutif socialiste, deviendrait inapte et suspect après l'alternance. Cette appréciation, Madame la Présidente, repose sur une double erreur d'analyse. La première, c'est que l'intéressé serait engagé politiquement, donc dans l'incapacité aujourd'hui d'agir avec la neutralité nécessaire à sa responsabilité. La seconde erreur d'analyse que vous faites, c'est que les hauts fonctionnaires territoriaux seraient devenus des militants politiques. Qu'en est-il dans la réalité? Oui, je vous le concède, Gildas Bariol est un haut fonctionnaire engagé. Mais pas au sens
partisans ou militants engagés pour le service public. Et pour ma part, je veux vous le rappeler, je n'ai jamais constitué, lorsque j'étais président, une direction générale sur une base politicienne. Je n'ai jamais demandé à un candidat directeur général pour qui il votait. Je sais bien qu'un certain nombre de patrons de collectivités ont entretenu cette confusion en exigeant, par exemple, de leur DG un engagement militant. Et on voit d'ailleurs à quelle confusion cela conduit aujourd'hui. Cela n'a jamais été le cas au département du Doubs. Car si on pratiquait ça, on ne sait plus au bout d'un moment qui sont les élus et qui sont les fonctionnaires. Alors, en effet, Gildas Barruol est engagé au service des élus, je le disais, pour faire avancer le département et engagé avec force pour le service public. Pour rester sur l'engagement, je peux affirmer que Gildas Barruol a pleinement rempli les objectifs que je lui avais fixés. D'ailleurs, cette DM2 que vous venez de nous présenter en témoigne. Après la terrible crise économique et sociale de 2008 et les difficultés subies par les départements, il a su mettre en œuvre les directives données pour maintenir à flot le département, mobiliser les services pour participer à l'effort demandé, tout en préservant le service rendu à la population et à la modernisation de notre territoire. Alors, est-il devenu aujourd'hui disqualifié, après cela, pour servir un exécutif alternant? Je ne le crois pas, pour les raisons mêmes qui ont présidé à son recrutement. À mes yeux, la force de notre fonction publique territoriale et de ses fonctionnaires, c'est sa capacité, précisément, c'est ma conviction, à traverser les alternances pour servir le pouvoir légitime. Et il n'y a pas de contestation, vous êtes le pouvoir légitime. J'espère que vous n'avez aucun doute là-dessus. Et le spoil system ne me semble pas, dans notre culture, conforme à nos pratiques, et il comporte beaucoup d'inconvénients. Ce que je vous livre, c'est naturellement ma conviction. Cette conviction, vous le savez bien, Madame la Présidente, elle n'est pas seulement portée par des mots, mais par des actes et une pratique qui sont les miennes. Rappelez-vous, vous y étiez, lorsque j'arrive en 2004 à la tête de cette collectivité, il y a un directeur général en place. Retenez bien son nom. Il s'appelle Gilles Dacosta. Je le confirme, c'est ma première décision dans ses fonctions de directeur général. Et je le confirme sur la base d'une feuille de route précise élaborée par l'exécutif. D'ailleurs, je me souviens, Madame la Présidente, et vous devez, comme moi, avoir un peu de mémoire, qu'alors, certains de vos collègues, devenus aujourd'hui vos amis, ont accusé le directeur général de forfaiture. Et pourtant, chacun le sait ici, je n'ai eu qu'à me louer de cette décision. La loyauté et l'efficacité ont été au rendez-vous. Pas de trou d'air dans la gestion de la collectivité. Élu président le 1er avril 2004, le projet d'août 2010, Martine Voidet a bien voulu le rappeler, était adopté en novembre 2004 et le budget en décembre 2004. Avec un nouveau directeur général qui arrive le 3 janvier prochain, je m'interroge sur les capacités qui seront les vôtres
même si je ne mésestime pas le rôle des élus. Je m'interroge sur les capacités qui seront les vôtres à pouvoir assumer, dans des conditions sérieuses et crédibles, tout à la fois, la production d'un projet qui devrait, si j'ai bien compris, nous être proposé au mois de février, en même temps que le budget. Très sincèrement, vous donnez des conditions qui ne sont pas des plus favorables. Alors, je sais, vous allez me dire, mais vous m'accusez d'une forme de sectarisme. Pas le moins du monde. Je pense que vous faites, je l'ai dit, une erreur d'analyse. J'ai pu constater la dernière fois, alors que mes interventions ici sont comptées, c'est la deuxième que je fais depuis votre élection, que vous ne réagissiez pas bien à la contradiction ou à la contestation. Vous avez tort. La contestation, l'opposition sont utiles à la démocratie. D'ailleurs, mon prédécesseur, pour lequel vous portez une profonde admiration, savait se mettre à l'écoute de son opposition. Alors je sais ce que vous me direz, mais moi, j'ai manifesté ma grandeur d'âme, par exemple, en gardant auprès de moi vos deux assistantes. Mais précisément, la décision que vous avez prise de garder ces deux assistantes, qui pourtant, elles, à contrario du directeur général, sont des militantes. Et c'est parce qu'elles étaient militantes que je les ai recrutées, et aussi en référence à leurs compétences, comme c'est le cas dans les cabinets. Vous étiez fondé à vous en séparer. C'est la raison pour laquelle ça rend d'autant plus incompréhensible votre décision de vous séparer d'un directeur général dont la neutralité et la compétence ont toujours été reconnues. Je vous remercie. Pierre Simon. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord non pas réagir sur l'intervention de notre collègue Claude Jeannerat, mais simplement lui confirmer qu'on considère bien que notre pouvoir est légitime, et il est légitime parce qu'il résulte des urnes. Cela fait effectivement 2 interventions que M. Jeannerat fait dans cette Assemblée, et c'est la 2e fois où il évoque cette question de la légitimité. Je rappelle qu'à la dernière Assemblée plénière, M. Jeannerat disait « les électeurs n'ont pas toujours raison ». Donc nous, on est convaincus de notre légitimité, j'espère qu'il en est de même pour tous les élus dans cette Assemblée. Le deuxième point que je voulais aborder concerne l'intervention de Martine Voidet, que je développerai en deux parties sur l'aspect budgétaire. Vous estimez que cette DM2 ne reflète pas une politique d'une nouvelle majorité alternante. Je vous rappelle simplement que le budget que nous avons à gérer est celui que vous avez voté dans la précédente majorité. Et donc nous faisons des adaptations, nous le maîtrisons au mieux, et nous le maîtrisons au mieux avec responsabilité. La responsabilité, ça veut dire gérer ce budget sans dogmatisme, ça veut dire le gérer avec le souci de l'intérêt des territoires et le souci du service des intérêts du département du Doubs. Et donc, nous le gérons, nous le maîtrisons, nous ne faisons pas la révolution sur ce budget 2015 parce que, tout simplement, nous ne le pouvons pas, c'est le budget voté précédemment. Et donc, j'en viens à la deuxième partie, qui est celle du projet. Et effectivement, en 2016, ce sera notre projet. Vous avez estimé que le temps pris pour la réalisation était lent et long. Je ne vais pas faire une éloge de la lenteur, mais je rappelle que la loi NOTRe a été promulguée le 7 août 2015, et donc qu'avant cela, nous ne connaissions même pas les compétences de notre département à partir du 1er janvier 2016. Il aurait été bien précipité d'établir un projet, un budget, des priorités sans connaître ce qui a évolué pendant toutes les lectures à l'Assemblée et au Sénat. Je vous prie de croire que tout le monde est au travail, les élus, les services, les agents du département, la présidente l'a rappelé avec la boîte à idées. Je crois que c'est effectivement ensemble, et la présidente l'a rappelé à 4 reprises, ensemble que nous pouvons l'élaborer, donc y compris avec vous, et la main tendue existe de la part de toute la majorité. Nous avons choisi ce temps de l'écoute, ce temps du travail, aussi parce que nous sommes là pour une
durée de 6 ans, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, où effectivement, il fallait encore aller plus vite puisque la majorité était là pour 3 ans. Nous avons 6 ans devant nous, d'où l'importance encore plus cruciale pour nous de ne pas nous précipiter. Les mois à venir vont être importants dans le travail. Nous y sommes tous chaque jour consacrés et je voudrais déjà remercier l'ensemble des services qui travaillent à nos côtés. Le cas du directeur général des services vient d'être évoqué, mais il y a aussi des directeurs généraux adjoints qui sont là, qui travaillent également. Il y a tous les services qui travaillent avec nous et je pense qu'il faut les saluer. Je vous remercie. Monsieur Dalaval. Voilà. Madame la Présidente, mes chers collègues, en introduction, Madame la Présidente, vous nous avez indiqué que le département prendra toute sa part au niveau de l'accueil des réfugiés et vous avez répondu en partie à mon intervention. L'Est républicain du 19 septembre dernier titrait « Réfugiés, le Doubs est prêt » et l'article citait les services de l'État, communes volontaires, associations, mais pas le département. Est-ce un oubli ? Ce qui nous a surpris, pas seulement au regard de nos compétences, mais aussi et surtout parce que le sort d'enfants, de femmes et d'hommes qui fuient la barbarie et les persécutions est avant tout une question de solidarité et d'humanité. Aussi, Madame la Présidente, pourriez-vous nous indiquer si le Doubs était, à l'instar de la plupart des départements, représenté à la réunion du 12 septembre à Paris, à l'invitation du ministre de l'Intérieur ? Que les choses soient claires, nous n'attendons pas que les départements agissent et assument seuls l'accueil des réfugiés. Nous ne pouvons pas tout faire et assumons évidemment au titre de l'aide sociale à l'enfance et des mineurs isolés étrangers, CNDM2 nous le rappelle, nos responsabilités. En outre, la démarche doit rester coordonnée et soutenue par l'État. Des outils simples existent pour fédérer toutes les initiatives. Par exemple, la mise en ligne d'une plateforme collaborative à l'intention de nos concitoyens désireux de participer d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie. Alors, quelques points de réponse. D'abord, notre ami Claude Dalaval, donc concernant le souci, enfin la participation, en tout cas, ce n'est pas un souci du tout, la participation du département. J'ai personnellement assisté à la réunion donc le 18 septembre en préfecture sous l'égide de Monsieur le Préfet, avec l'ensemble des forces pour essayer d'initier au mieux donc l'accueil de ces migrants. Nous y sommes tous sensibles. Je prie de croire que vous n'en doutez pas en tout cas. Donc le département assumera toute sa place, bien entendu, dans ce dispositif. Simplement, pas d'effet d'annonce de la part du département aujourd'hui parce qu'il y a une plateforme qui coordonne avec le monde associatif, les communes, l'État, le département. Le département aura toute sa place dans le dispositif, notamment par rapport à tout ce qui est action sociale, aide dans tous les domaines qui sont de notre compétence, sachant que dans un premier temps, concernant les migrants, c'est la responsabilité de l'État. Ensuite, le statut établi, bien entendu, nous serons aux côtés de ces personnes par rapport au RSA, par rapport au Fonds de solidarité, par rapport à l'ensemble de nos dispositifs. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est, je crois qu'il ne faut pas multiplier et qu'on ne se trompe pas. D'ailleurs, les communes qui étaient présentes, puisque 3 communes ont répondu présentes, Besançon, Audincourt, Grand Charmont, tout doit se faire sous une coordination unique. Et je crois que c'est important que nous soyons ensemble sur la définition de ce que nous voulons faire. Les 20 000 personnes qui doivent arriver en France, je rappelle que c'est sous 2 ans quand même. Donc, une quarantaine arrivera sur Besançon, une dizaine, me semble-t-il, sur Audincourt, 1 ou 2 familles sur Grand Charmont, et bien entendu, les communes plus rurales aussi souhaitent participer au dispositif. Donc, mettons tout cela en place. Je crois qu'il est important. On a vu un grand élan de générosité pas plus tard que samedi par rapport donc à la ville de Besançon.
où là, les associations ont répondu. Je crois qu'il faut que nous soyons chacun à notre place. Mais nous aurons toute notre part, bien entendu, à cette solidarité qui doit être la nôtre. J'ose espérer que vous n'en avez pas douté, en tout cas de la part du département. Sur le point concernant Claude Jeannerat, vous imaginez, Claude Jeannerat, que je ne vous répondrai pas point par point, et vous ne l'avez pas souhaité d'ailleurs, me disant que je n'acceptais pas la contradiction, la critique. Je peux l'entendre, je peux l'entendre. Si c'est le sentiment que vous avez, en tout cas, ce n'est pas le mien. Concernant le directeur général des services, je vous ferai l'information, vous l'avez fait en primeur. C'est votre choix. Moi, je pense qu'on doit laisser se dérouler l'organisation de cette séance et ensuite, je vous ferai part du choix qui est le nôtre. Alors, partir sur le champ politique, comme vous essayez de m'y emmener aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'habitude de le faire, en tout cas pas quand je gère les affaires du département. Je suis engagée aux côtés de la formation politique qui est la mienne, l'Union de la droite et du centre. Et ici, je ne pense pas faire de la politique politicienne. Vous ne m'avez pas beaucoup entendu depuis 2001 soutenir tel ou tel projet par rapport à une éthique politique. Je crois que j'ai beaucoup de discernement par rapport à ça. Alors, pour former une équipe, je rappelle simplement qu'il faut être deux. Et les compétences ne sont pas forcément mises en cause ici. Voilà, vous avez fait un choix en 2004, je fais un choix en 2015. Il est ainsi. Et je n'ai pas d'explication à donner, puisque vous l'avez rappelé, je suis complètement conforme à la loi et à la réglementation. Pour répondre à Martine, donc sur quelques interrogations, notamment par rapport au transport scolaire, n'allez pas imaginer, parce que nous évoquons les difficultés des transports scolaires, que la gratuité serait remise en cause. Je vous ai simplement dit que la compétence était transférée à la région. Que fera la région demain? Et c'est bien pour ça que je souhaite organiser avec l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des 7 autres départements, une réunion de concertation entre nous. Nous ne savons pas aujourd'hui ce que la région fera. Est-ce qu'elle reviendra vers nous? Est-ce qu'elle veut faire différemment le transport scolaire? Je rappelle simplement que sur les 8 départements, tous n'ont pas la gratuité. Il faudra, bien entendu, qu'il y ait une coordination, mais c'est la région qui va imposer le tempo. Mais nous souhaitons, je souhaite en tout cas, que nous puissions anticiper tout cela pour trouver la meilleure solution possible envers ces transports scolaires, qui n'est pas évident. Je rappelle simplement que pour les transports scolaires, le transfert se fera donc en septembre 2017, le reste des transports au 1er janvier 2017, donc qui n'est pas sans incidence par rapport au conventionnement que nous devons refaire, en tout cas pour la durée jusqu'au 1er janvier 2017, et avec toujours cette, j'ai employé le mot, je le réemploie, ségrégation entre les enfants. Transport pour les personnes à handicap et le reste des transports. Donc, il n'a jamais été question ici de dire que nous allions utiliser le fait du transfert pour arrêter la gratuité. Je crois que vous ne l'avez pas entendu, je ne l'ai pas dit, donc quid de tout cela? Revenir sur le projet. J'ose espérer qu'à chaque séance, vous n'allez pas me demander où nous en sommes pour le projet. J'ai été claire. On vous a dit qu'il serait parallèlement au BP en février. Pierre l'a rappelé. La loi NOTRe a quand même, vous l'accorderez, une incidence par rapport à un projet qui était établi. Quid des transports scolaires? Quid de l'économie, qui n'est pas des moindres? Je crois que là aussi, il faut avoir, et vous dites, nous sommes longs et lents. Eh bien écoutez, moi je ne veux pas aller dans le mur, je vous le dis très franchement. Il aurait été inconscient de la part de la nouvelle majorité de transcrire directement ce que nous avions prévu. D'abord, ce n'est pas notre budget, je le rappelle quand même, et nous l'exécutons avec beaucoup de méthodologie.
je ne prendrai pas la reprise du budget irréaliste. Certains ont pu s'exprimer ainsi, vous savez ce que j'en pense. Ce n'est pas la majorité complète qui parlait d'irréalisme de budget. Ensuite, sur les autres points, les routes. Nous étions prêts sur certains projets qui ne peuvent pas se faire très simplement parce que les services de l'État nous redemandent des enquêtes complémentaires. Je ne peux pas aller au-delà de la réglementation, vous le savez très bien. Donc, il y a des projets qui ne se feront pas en investissement. Par contre, nous avons demandé aux services, notamment des infrastructures routières, que nous puissions anticiper sur des projets qui devaient être faits 2017-2018 dans ce cadre-là. Mais nous avons aussi des partenariats avec les communes, donc il faut aussi qu'ils soient prêts, eux, sur les projets que nous souhaitons anticiper. Donc je crois qu'il n'y a pas d'affolement à avoir. La machine, elle est en route. Nous y travaillons tous et vous demandez une réunion concernant la loi NOTRe et les possibilités de travailler ensemble. Il y a déjà une date de prévue que je vous communiquerai, bien entendu, d'ici la fin de séance, pour la collaboration sur le projet. C'est évident, on ne peut pas parler de 38 conseillers départementaux et ne travailler qu'avec une partie d'entre eux. On va conforter ce qui existe, je l'ai dit, vous en avez aussi la conviction aujourd'hui, des modifications vont être faites, alors elles vous plaisent pas, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais ce que j'ai envie de vous dire, soyons le plus possible rassemblés derrière le projet que nous devrons mener sur les 6 ans. Et puis, 100 jours, je vous l'ai dit, dès le 2 avril, je ne serai pas jugée aux 100 jours, ce n'est pas un impératif pour moi. J'ai 6 ans devant nous et on jugera au bout des 6 ans. Voilà simplement ce que je voulais vous dire en réponse aux 2-3 questions ou interrogations qui ont été émises ce matin. Je vous propose, s'il n'y a plus de prise de parole, de passer à l'ordre du jour. Alors, je me dois d'excuser certains de nos collègues, donc Jacqueline Cunostalder qui donne pouvoir à Denis Leroux, Serge Cagnon à votre serviteur, Daniel Nevers à Claude Dallaval et Christine Corrène-Gasperoni qui donne pouvoir à David Barbier. J'ai comme excusé aujourd'hui donc Dominique Roy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. J'excuse aussi Jean-Louis Guillet, à qui je souhaite un prompt rétablissement. J'espère qu'il sera bientôt parmi nous. Je souhaite saluer le colonel Sellier, le payeur départemental, et puis donc messieurs Barthaud et Prieur qui représentent donc la Chambre des métiers de l'artisanat et la Chambre d'agriculture. Voilà, je vous propose donc de prendre le rapport 201 avec Denis Leroux. Merci Madame la Présidente. Ce rapport 201 est en lien avec une convention cadre partenariat arc-jurassien.fr et un accord de coopération entre partenaires du programme Interreg France-Suisse 2014-2020. Sur le premier point, il s'agit effectivement d'avancer sur la formalisation et la coordination de la gouvernance transfrontalière. Vous connaissez les instruments qui sont indiqués dans le rapport, la conférence transjurassienne, organisme politique de concertation, la mission opérationnelle transfrontalière. Là, il s'agit d'aller un peu plus loin dans le domaine de la consultation et de la coordination, sous l'égide de la région de Franche-Comté qui souhaite renforcer, mais c'est notre souhait aussi bien légitime, renforcer la cohésion et les échanges entre les acteurs publics franc-comtois sur les projets collectifs et collaboratifs avec la Suisse et de travailler effectivement à une gouvernance partenariale transfrontalière. Vous savez d'ailleurs, pour ces dossiers techniques, existe un arc-jurassien.ch. Il s'agit d'avoir effectivement le pendant côté français. Donc la région a sollicité en mai dernier les départements du Doubs, du Jura, du territoire de Belfort, les communautés d'agglomération de Belfort, du Grand Besançon et PMA, ainsi que les pays concernés, à savoir le Haut-Doubs, le Pays horloger et le Haut-Jura. Effectivement, pour donner un cadre un peu plus formel à cette gouvernance, en proposant cette coordination politique sous la forme d'une structure informelle arc-jurassien.fr
Je rappelle qu'il s'agit d'une instance consultative, dépourvue de personnalité juridique, dépourvue de budget, donc vous l'avez compris aussi, sans engagement financier du département, mais qui va mettre en place un comité de pilotage, des élus en charge des questions transfrontalières dans chacune de ces collectivités, et bien évidemment aussi d'un comité technique composé des services techniques qui vont se réunir plusieurs fois par an. C'est donc une mise en commun de moyens humains et techniques aussi qui seront demandés à ces institutions. Voilà la première convention que nous demandons à la signature de la présidente. Le second est en lien avec un accord de coopération politique entre partenaires du programme Coopération Interreg. Vous savez l'importance des crédits européens dans le financement de nos projets comme ceux des autres collectivités. Le programme Interreg franco-suisse s'inscrit dans une longue tradition de coopération entre les territoires français et suisses de l'arc jurassien et du bassin lémanique. Adopté, le dernier adopté par la Commission européenne le 16 décembre 2004, est structuré sur 4 axes d'intervention que vous trouverez au dossier sans que je les liste, mais ce sont des sommes importantes, conséquentes, qui peuvent et qui doivent, selon nous, mobiliser 65,9 millions d'euros de fonds FEDER et 50 millions de francs suisses fonds fédéraux, selon des axes que vous retrouverez au dossier. Voilà, le pilotage de ce programme est assuré par la région, qui, vous le savez, est autorité de gestion des fonds FEDER, et par la coordination régionale Interreg Suisse. C'est donc cet accord de coopération politique que nous vous demandons d'accepter. Ça permet effectivement de lancer le département qui est pleinement partenaire dans cette nouvelle dynamique de coopération transfrontalière, de mettre en place un dispositif d'animation de programme, d'impliquer véritablement et dans le concret les partenaires, notamment pour faire émerger des projets d'innovation, et bien évidemment, dans le cadre d'une gouvernance partagée, de regarder très précisément quel soutien peut être apporté aux projets porteurs de solutions concrètes, notamment sur ce bassin. Voilà, Madame la Présidente, ce rapport a été accepté à l'unanimité dans le cadre de la deuxième commission. Je ne vois pas de demande de parole. Est-il adopté à l'unanimité de l'Assemblée? Pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous en remercie. Rapport suivant, toujours Denis Leroux. Rapport 202 relatif à l'augmentation de capital d'établissements publics locaux dont le département est membre. Dans la note, vous est rappelé que le rapport a pour objet de soumettre à votre décision les sollicitations de 2 établissements publics locaux dont le département est actionnaire, à savoir la SEM-CED, la Société d'équipement du Doubs, et la SPL Territoire 25. En effet, la CED, donc le département du Doubs est informé que la SEM PMIE avait sollicité la CED en charge de son administration et du développement pour que celle-ci puisse participer au tour de table financier d'augmentation de capital engagé par la SEM PMIE. En effet, et vous le savez probablement, bien sûr, nos collègues de la région de Montbéliard, la CMPMIE procède à une augmentation de capital afin de consolider ses fonds propres, notamment au regard de ses engagements dans la réhabilitation du site industriel nord de Montbéliard-Sochaux. La CMPMIE assure, c'est même pas assurera, c'est assure le portage immobilier de ce projet en ayant acquis auprès de Territoire 25 l'aménageur la quote-part des espaces et bâtiments correspondant à la zone d'implantation fournisseur d'une surface immobilière de 58 m². Le CA de la CED, réuni le 26 mai, a formulé un avis favorable pour une prise de participation de 100 000 € dans le cadre de l'augmentation de capital. Et bien évidemment, puisque nous sommes actionnaires, le département doit donner son accord pour finaliser cette prise de participation. C'était le premier point. Le second, c'est que la CED a souhaité informer le département de la modification de la composition de son capital social, qui a été validée le 26 mai dernier, avec la cession d'une action par la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté à Vincent Fuster, personne physique, qui en est d'ailleurs le président, ce qui peut permettre de répondre. Ah, mais je le vois qu'il est absent, M. Jeannereau, qu'il n'y a pas de politique à tout niveau. C'est son premier vice-président qui a été choisi pour présider la CED. Voilà donc cette première partie du rapport. Il vous est demandé effectivement d'émettre un avis favorable à la prise de participation par la CED au capital de la CMPMIE et d'autre part à la modification de la composition du capital social de la CED.
Si vous ne me demandez pas de le scinder, c'est la Société publique locale Territoire 25 qui a sollicité aussi le département sur plusieurs points. Le premier, c'est une augmentation de capital engagée avec le maintien de la participation actuelle du département, afin de permettre notamment le portage du projet de restructuration du site PSA Nord à Sochaux. Et deuxièmement, la proposition d'entrée au capital de la SPL de la commune de Dampierre-les-Bois pour confier à la SPL la réalisation d'un nouveau quartier d'habitat en sollicitant effectivement l'accord de ce département. Donc c'est la première partie. Où nous avons effectivement, le département a confirmé qu'il ne souscrirait pas, lui, aux augmentations de capital demandées par Territoire 25. La nôtre étant, vous l'avez au tableau, page 5, est donc inchangée et s'établit à la valeur de 168 000 €. Par contre, comme une SPL ne peut travailler que pour ses membres, il vous est demandé d'accepter l'accord sur l'entrée de la commune de Dampierre-les-Bois au capital de la SPL Territoire 25. Voilà les deux projets de délibération qui figurent en page 6 et il vous demande effectivement d'émettre un avis favorable sur les deux points qui sont à la note. Ce rapport, lui aussi, a été accepté à l'unanimité par la commission 2. Alors, pas de demande de parole, on passe aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Je vous en remercie. Rapport 203, toujours Denis Leroux. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ce rapport 203 est en lien avec le Fonds départemental de développement économique, appelé plus rapidement le FDDE, et il s'agit de consolidation d'avances remboursables. Vous savez que le département dispose d'un outil financier d'aide aux projets d'immobilier d'entreprise intervenant sur son territoire sous la forme d'avances remboursables. Enfin, en tout cas, il disposait, si la loi NOTRe doit être interprétée de manière stricte. Ce fonds FDDE a pour objectif de promouvoir l'emploi en accompagnant les entreprises dans leur développement. Pour ce faire, le département alloue une avance dont le montant est adossé à la création d'emplois projetés sur 3 ans et au volume de l'investissement immobilier avec un plafond qui correspond à 15% du montant hors taxe des travaux. Et donc, il s'agit aujourd'hui et le terme est un peu technique, de consolider en subvention, c'est-à-dire de faire le point sur les 6 avances qui avaient été faites globalement sur les années 2008, 2 sur 2008, 4 sur 2008 et 2 sur 2010, de les consolider, donc de vérifier que les engagements de ces entreprises ont bien été tenus. L'une est pour une société Bâti-Franc, consentie à la société Bâti-Franc pour la société 365 Matin à Saint-Vite et d'un montant de 80 000 €. Ensuite, pour la société Isovolta France, située à Étup, d'un montant de 80 000 €, dont les conditions étaient respectées aussi. Idem pour la société Émonier Structure Bois, située à Fertan, c'est un montant de 30 000 €. Idem pour la société Bois et Structure, située à Orchamven, pour un montant de 30 000 €. Et encore pour la société ITB Innovation à Haute-Chaux, 48 000 €. Et la société CPCE pour la société Erard Viennoiserie Traiteur, située à Étup, d'un montant de 40 000 €. Voilà, Madame la Présidente, les demandes qui vous sont formulées au titre du FDDE de consolidation de subventions de 6 avances remboursables. La Commission 2 l'a accepté, bien évidemment, à l'unanimité. Pas d'opposition, d'abstention à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, rapport suivant, 301, agenda d'accessibilité programmée, autorisation à présenter la demande de validation près du préfet. Madame Rochebaud. Merci Madame la Présidente. Donc, petit rappel concernant l'accessibilité programmée. Donc, la loi du 11 février 2005, dite loi handicap, place au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre bâti et des services à toutes les personnes handicapées. Et elle impose que tous les établissements recevant du public catégorie 1 à 5 disposent avant le 1er janvier 2015 d'un diagnostic accessibilité et deviennent accessibles à tous les usagers, et ce, quel que soit le type de handicap. Donc, concernant les transports, le législateur a décidé d'un délai de 3 ans maximum pour les transports urbains, de 2 périodes de 3 ans, soit 6 ans maximum pour les transports interurbains. Et le gouvernement a mis en place par voie d'ordonnance en date du 26 septembre 2014 les agendas d'accessibilité programmés. Donc, l'agenda d'accessibilité programmée est un document de programmation et de financement
Au titre du département, donc, cela représente 5 millions d'investissements au niveau d'une programmation donc, sur 3 périodes. Et dans ces investissements sont concernés notamment les collèges pour 4 051 000 euros, dont 3,453 millions au titre des crédits APCP dans le cadre du PPI des collèges, tout en restant donc dans l'enveloppe globale définie de 524 millions et 598 000 euros au titre des crédits à inscrire pour les exercices à venir dans le cadre des programmes des grosses réparations des collèges. Pour les bâtiments départementaux, cela représente 949 000 euros, qui concernent pour une bonne partie le site majeur que représente la Saline Royale d'Arquesnan. Donc à l'issue des 3 ans, donc, soit l'issue de la première période, ce sont 56 sites départementaux qui seront conformes sur les 71 sites du département. Donc vous trouverez en annexe les différents points qui sont concernés par ces travaux concernant l'accessibilité. Et après en avoir délibéré, donc il nous faut, à travers cette proposition, valider l'engagement du département dans l'élaboration de l'agenda d'accessibilité programmée sur une période pouvant aller de 1 à 9 ans selon les cas, d'autoriser Madame la Présidente à déposer l'ADAP et toute pièce en lien avec ce dossier et de donner délégation à la commission permanente pour ajuster la ventilation des crédits entre opérations tels qu'arrêtés dans le présent rapport. Et ce rapport a été validé par la commission. Pas de demande de parole non plus, donc pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous en remercie. Donc rapport suivant, 302, politique en faveur de la jeunesse et des sports, Monsieur Fagot. Oh, pardon. S'il vous plaît. Alors, vous souhaitez combien ? 10 minutes, c'est assez ? 5 minutes, 5-10 minutes ? 10 minutes maxi. Eh bien, 10 minutes maxi. allons-y. Merci. Je sais pas ce qu'ils font.